Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mon co-présentateur, le professeur Ibrahima Silla. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Aline. Tout à l'heure, nous allons recevoir un professeur à l'Institut Mat Medou à Montréal. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages dédiés essentiellement à l'égyptologie. De passage à Dakar, il vient nous présenter la nouvelle revue trimestrielle qu'il dirige intitulée Koumaba. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Dibon Barinok. Bonsoir, M. Mbok. Bonsoir, merci. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. C'est mon honneur. Avec votre joli boubou. Il n'est pas camerounais, il est bien sénégalais, le boubou. On en trouve au Cameroun également. Oui, absolument. Absolument. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes professeur à l'Institut Mat Medou à Montréal. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter l'Institut? C'est quoi exactement? Alors, cette fiche aurait nécessité une mise à jour, je dois le dire, parce que depuis, les choses ont relativement évolué, puisque actuellement, nous avons comme projet, nous conduisons un projet dans le cadre de l'école des scribes. L'école des scribes, c'est une école qui forme à la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens, qu'on appelle régulièrement hiéroglyphes. Et voilà, donc ça fait un certain nombre d'années déjà que nous travaillons dans ce sens-là. Et c'est une école qui travaille sous la tutelle d'une association qui s'appelle Ndjeli, qui signifie le chemin de la connaissance. C'est un mot en langue bassa du Cameroun qui signifie le chemin de la connaissance. Et c'est une association qui est basée en France, mais qui est internationale parce qu'elle est en train d'ouvrir des antennes aux États-Unis, au Canada, en Belgique également, en Afrique aussi. Donc voilà ce que je peux dire. Et votre magazine que vous venez, je pense, vous avez commencé à publier en 2020, qui s'appelle Koumaba. Oui. C'est une revue trimestrielle qui parle essentiellement aussi d'égyptologie. Absolument. Disons qu'elle est ouverte parce qu'on a conçu ce projet comme une occasion de parler. Parce que Koumaba, c'est un mot mandingue qui signifie littéralement la grande parole. Et on a souhaité traduire cette expression par la grande palabre. Parce qu'en réalité, nous souhaitons accueillir tous ceux qui travaillent dans le domaine des humanités classiques africaines, que nous appelons les humanités fondamentales. Et donc, c'est une revue qui est ouverte à la discussion dans le cadre de ces préoccupations-là. Et basée à Montréal. Basée à Montréal, voilà. Donc, comme vous parlez de mots mandingues, les premiers ouvrages que vous avez sortis parlent de l'origine égyptienne des mandingues. Oui. Parce qu'on a vu l'origine égyptienne des Peuls, des Sérères, des Lébous. Mais comme Cheikh Anta Diop l'avait dit, je pense que c'est l'origine égyptienne de tous les peuples négro-africains. Absolument. Disons, pour ce qui concerne le Soudan occidental, puisque c'est spécifiquement de cela qu'il s'agit dans ces numéros, les peuples soudanais sont tous apparentés. Parce que c'est seulement récemment qu'on fait comme ça des distinctions entre peuples, etc. Mais dans le fond, il y a quand même une unité culturelle qui est visible et qui est palpable. Et les langues aussi sont relativement proches. Donc, quand j'utilise, disons, le terme mandingue, ce n'est qu'un prétexte en réalité pour parler du Grand Soudan, le Soudan occidental, qui inclut donc tous les peuples qui ont cette filiation et qui partagent en fait un ensemble de faits culturels relevant essentiellement, disons, de ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie, mais en fait qui est l'alliance cathartique. Voilà. C'est ça, exactement. Je voulais parler un peu de ça, la parenté à plaisanterie. On pense que c'est assez récent, mais vous nous dites que ça remonte à l'Égypte ancienne. Ben oui, c'est le mode d'alliance des peuples éthiopiens. C'est les peuples éthiopiens dans le sens historique du terme, c'est-à-dire les premiers peuples qui ont émergé en Afrique et qui ont prospéré dans les 4 coins du continent, en fait. Donc, c'est une institution, en fait, qui apparaît en Égypte sous la dénomination Sematawi. C'est de cette façon que les égyptologues désignent cette institution. Mais c'est une institution essentiellement basée, disons, sur la catharsis, qui, pour le traduire du point de vue des Grecs, en fait, c'est la purgation des passions, c'est-à-dire la pacification des relations, qu'il s'agisse de relations dans la famille et avec des tiers, etc. Donc, c'est cela. Donc, en Égypte, cette institution paraît sous l'expression Sematawi, qui en fait, c'est une expression conventionnelle qui ne veut rien dire, mais c'est ce que les Malinké appellent la Sanankunya. Au Sénégal, je crois que c'est Gamou ou Kal, voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Moi, ce que j'ai découvert aussi dans cette revue, c'est un peu par rapport à certains mythes. Vous nous avez parlé
je ne dirais pas du mythe, mais peut-être la légende, l'histoire de Soundiata Keïta. Oui. Et vous nous dites que vraiment, cette histoire vous rappelle l'histoire d'Horus. Absolument. Et d'Osiris. Absolument. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'en réalité, naturellement, cette observation ne date pas d'aujourd'hui parce qu'à l'époque, quand j'avais observé, j'avais une lettre ouverte à Djibril Tamsir Niane, qui est guinéen, spécialiste de la question, et il m'avait fait comprendre que, disons, ses connaissances en égyptologie étant limitées, m'encourageait à poursuivre dans ce sens. Voilà. Donc, effectivement, on se rend compte qu'en réalité, le personnage qui, en Égypte, disons, est appelé, enfin, en égyptologie, disons, est appelé Horus, campe absolument les traits de Soundiata Keïta. Et c'est remarquable par la destinée des deux personnages, parce que Horus, d'après Plutarque, est né faible des membres inférieurs, c'est-à-dire paralytique. C'est le cas également de Soundiata Keïta. La mère de Soundiata Keïta s'appelle Sogolon. La femme bulve, c'est Sigi. Sigi, qui est un mot qui se rapporte à l'étoile Sirius, qui est l'image d'Isis dans le ciel. Voilà, et Isis, naturellement, c'est la mère d'Horus. Donc, il y a des éléments comme ça, ici, je ne fais que citer en surface, mais enfin, il y a des éléments comme ça qui m'ont permis de comprendre qu'en réalité, il y avait matière à fouiller, et réellement, le résultat est exposé dans cette revue. Et voilà, Bonjour, monsieur Mbok. Bonjour. Vous savez ce que ça veut dire Mbok chez nous? On m'a déjà vu la famille, la parenté. Parenté, tout ça, mais ça ne veut pas dire ça. Il y a aussi, je pense, ça renvoie aussi au maïs, aussi, le Mbok. Mbok et tout ça. Mbok et Mbok, ce n'est pas pareil. Question de prononciation, d'article. Bon, bref. En tout cas, félicitations. Vous avez écrit un très, très, très bel ouvrage. Merci. Autant dans le fond que sur la forme. Merci. On retrouve des éléments extrêmement importants et vous nous rappelez un certain nombre de choses qui ont été déjà dites par des savants. Oui. Vous citez Djibril Tamsir Niane, la correspondance que vous avez eue qui vous a permis de vous lancer. Vous citez M. Lam, Aboubakr Moussa Lam, qui a fait un ouvrage intéressant sur l'origine des Peuls. Alun vient de le rappeler, l'origine égyptienne, peut-être des Peuls, etc. Bon, bref, tout ça. Moi, la première question que je voudrais poser, quelles sont les méthodes que vous avez utilisées et qui vous ont permis de faire du comparatisme ou des études comparées et d'arriver à ce type de résultat? Voilà. Alors, je me suis essentiellement basé sur le corpus égyptien, c'est-à-dire les hiéroglyphes égyptiens, parce que j'ai la faiblesse de croire qu'en réalité, il suffit de donner la parole à ce système d'écriture pour qu'il révèle en réalité ce que c'est que ce peuple qu'on appelle les anciens Égyptiens et quelle est la pensée symbolique de ce peuple. Et pour ce faire, j'ai donc utilisé une méthode que j'appelle la lecture analytique, que j'ai surnommée la méthode Kuma, parce que c'est en référence au mot Kuma, qui dans les langues mandingues signifie la parole, d'où Kumaba d'ailleurs. Et Kuma, c'est aussi le nom de l'ibis. L'ibis qui est l'oiseau consacré à Thoth, qui est le maître de la parole divine, donc l'inventeur des caractères sacrés, d'après le corpus égyptien même. Donc, c'est en se basant essentiellement sur la méthode analytique qui consiste à solliciter le vocabulaire attaché aux signes gravés que j'en arrive à des certitudes, à démontrer par exemple que les langues qui sont parlées aujourd'hui au Soudan occidental, quand je dis Soudan occidental, c'est-à-dire le Sénégal, le Mali, la Guinée, etc., sont des langues qui étaient connues des anciens Égyptiens, parce que le témoignage de la langue des Égyptiens, des anciens Égyptiens, c'est le copte. Or, il existe des auteurs, notamment Lydia Somberger, qui était une linguiste française, qui a démontré que le malinké, le bambara, c'était du copte. Donc, si les pharaons existaient aujourd'hui, s'ils se réveillaient de leur sépulcre, ils pourraient se balader dans les rues de Bamako et converser. Et de Dakar aussi. Et de Dakar aussi. il y a beaucoup de Wolof dans les écritures. C'est ça. Donc, voilà. Mais après tout, est-ce qu'on peut se contenter des langues? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres similitudes qui permettent la structure de la société. La structure de la société. Oui, absolument. Les rituels funéraires, les coiffures ont été présentées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces autres preuves tangibles qui nous permettent d'attester, de dire que ces hypothèses ont été vérifiées et sont devenues des thèses valides, valables, scientifiquement acceptables? Parce que, voilà. Oui, de ce point de vue, nous avons quand même la chance d'avoir d'illustres prédécesseurs. Cheikh Anta Diop, évidemment, pour ne pas le citer, car c'est quand même lui le précurseur. Voilà, le précurseur, celui qui nous a réellement intéressés à ces questions, je dois le dire. Il y a également le professeur Théophile Obenga, qui a fait un travail remarquable de ce point de vue avec les langues dites bantoues. Et non, aujourd'hui, ce sont des lieux communs.
Et il n'est plus question pour nous aujourd'hui de questionner la race, entre guillemets, des anciens Égyptiens. Pour nous, c'est acquis. Maintenant, il s'agit simplement d'éveiller les corpus qui dorment dans les hiéroglyphes. C'est-à-dire, l'Afrique est réellement orpheline aujourd'hui de ces concepts. La raison pour laquelle elle est à la remorque d'un ensemble de concepts aujourd'hui qu'elle adopte, donc la démocratie à l'occidental, le capitalisme, le socialisme, etc. Donc, il est question pour nous, par exemple, d'expliquer fondamentalement ce que c'est que la Mahat, par exemple. C'est-à-dire ce corpus sur lequel reposent toutes les institutions égyptiennes. Et pour ce faire, il faut solliciter les caractères sacrés égyptiens et voir les correspondances de ces graphies au sein des sociétés africaines, ce qui permettra de rénover, en fait, la pensée symbolique des peuples africains et d'adopter un mode, de fonctionnement, je vais dire ça comme ça, qui correspond en réalité à l'ADN des peuples éthiopiens, des peuples subsahariens. Il faut comprendre aussi qu'un certain nombre de scientifiques, notamment européens, occidentaux, critiquent quelquefois, ça il faut oser le dire, critiquent la démarche des Africains. Ils les critiquent en disant que les Africains qui cherchent à investir ce registre-là tombent dans un afrocentrisme, qu'ils opposent d'ailleurs à l'égyptologie. Ils nous disent ces thèses-là. Je ne suis pas d'accord. Je vous expose juste pour dire, voilà, que répondez-vous à ces thèses-là? Non, en fait, c'est un peu comme si on exigeait d'un enfant d'avoir un interprète pour lire le testament de son grand-père. Et cet interprète, naturellement, un étranger qui ne parle ni la langue, qui ne connaît ni la culture. C'est un peu la position des égyptologues occidentaux. C'est-à-dire qu'ils viennent disputer un corpus qui appartient aux peuples éthiopiens, c'est-à-dire subsahariens en général. Et ils adoptent une posture de donneur de leçons ou de spécialiste. Quant au fond, je veux dire, le premier Sénégalais venu est beaucoup plus à même de parler de ce corpus que n'importe quel égyptologue parce que lui, il vit encore cette culture et cette culture paraît encore dans son quotidien. Vous connaissez l'argument qu'ils utilisent? Ils utilisent l'argument selon lequel l'archéologie est l'arbitre qui permet, encore une fois, de valider certaines thèses et d'invalider d'autres thèses. Absolument. J'ai lu les thèses de ces gens-là, on va dire, qui disent effectivement que les thèses relatives aux origines des Africains seraient des thèses qui seraient politiques, identitaires, communautaires. Je comprends. C'est pour ça, venant de vous qui avez fait des recherches, encore une fois, l'archéologie, vous avez tout à l'heure parlé des langues, des similitudes, tout ça, mais eux, ils vont aller peut-être un peu plus loin en disant, nous vous invitons sur le terrain de l'archéologie. Absolument. Qui va être l'arbitre pour conforter, consolider ou réfuter les thèses. Et vous l'avez dit à travers, vous vous rappelez Cheikh Anta Diop qui dit à un moment, il faut inscrire la démarche scientifique dans l'expérience ou l'expérimentation directe. Absolument, la connaissance directe, absolument. Non, mais c'est une démarche qui est la nôtre, c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs nous avons contribué à développer ce que j'appelle la lecture analytique, qui est une lecture qui questionne directement les caractères sacrés égyptiens. Parce qu'il y a la translittération qui est une lecture phonétique, qui a sa valeur, qui permet de lire les stèles, etc. Il y a la lecture analytique qui permet de questionner la pensée symbolique du peuple égyptien. Voilà. Donc, c'est une critique qui peut s'entendre, mais les artefacts qui nous viennent de la vallée du Nil, chaque jour, prouvent que cette civilisation était africaine. Et encore, on attend encore jusqu'à aujourd'hui, on peut le dire, la contradiction faite aux travaux de professeur Cheikh Anta Diop, parce que réellement, il n'y a jamais eu un argument décisif qui tende à démontrer que ce qu'il disait n'était pas juste en réalité. Qu'est-ce que vous pensez on va dire, de la science de manière générale en Afrique, des postures des universitaires? Est-ce qu'il n'y a pas un déficit d'intérêt par rapport à ces questions-là? Souvent, on cite sur Anta Diop, on va vous citer, parce que désormais vous faites partie, vous avez pris la relève, mais on a l'impression qu'il n'y a pas assez de recherche, assez de chercheurs dans ce domaine-là. C'est une certitude. Par contre, cela procède aussi de l'époque qui est la nôtre, parce que l'Afrique sort seulement de la colonisation, même si on prétend être indépendant. Nos programmes scolaires sont encore très, très, très inspirés de ce qui se fait dans d'autres pays qui sont des pays européens. Donc, et peut-être aussi le manque de confiance dans nos corpus identitaires. C'est-à-dire, on ne fait pas suffisamment confiance, par exemple, à l'institution du GAMU pour régler les problèmes de société. Donc, on pense que c'est une urne qui pourrait, comme ça, nous aider à régler des questions aussi importantes que la vie en société. Donc, moi, je pense que c'est une question de paradigme et d'évolution. L'Afrique suit une courbe qui la conduit inéluctablement vers sa renaissance et elle passe nécessairement par tout le prisme de couleurs, c'est-à-dire de concepts qu'elle a subi en réalité. Donc, c'est progressif. Ce n'est pas une critique qu'on peut faire
à l'establishment parce que, ma foi, ils sont formés à la Sorbonne, ils sont formés, voilà, donc ils ont un peu le paradigme que supposent ces institutions. Par contre, aujourd'hui, réellement, la jeunesse a besoin de nouvelles nourritures, de nouvelles sources. Donc, vous êtes plutôt partisan de la déconstruction, on va dire, de tout cet univers-là de sens, de mythes, voilà, pour écrire notre roman national. Je ne parle pas du roman national ou continental passé, au présent. Il nous faut de nouvelles pages par rapport à notre futur roman continental, panafricaniste, tout ce que vous voulez, et que ce roman-là, peut-être, devrait passer par la déconstruction, et c'est là peut-être l'enjeu. Est-ce que nous avons, au moment où l'on parle du temps de l'Afrique, que l'Afrique, l'avenir sera africain, tous ces concepts-là, à un moment, c'est beau à entendre, mais après, quel contenu réel donner à ce roman-là, donner à ce chantier-là, à ce temps de l'Afrique qui ne devrait pas être une sorte de chanson nationale-là, de grandeur, de prestige, dont on se targuerait, mais qui doit être matérialisé par des actes concrets. Absolument. Et à ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas tout un chantier à investir pour changer la donne? Absolument, c'est une question. En fait, il faut rénover, il faut oser innover. En réalité, il n'y a pas d'outil réellement aujourd'hui qui sache expliquer les peuples éthiopiens, c'est-à-dire les peuples subsahariens tels qu'ils sont. Parce qu'aujourd'hui, la science telle qu'elle paraît, tout au moins, a généralement été développée dans des sociétés, en Europe, par exemple, aux États-Unis, etc. Donc, non, les Africains doivent oser innover. Et la méthodologie nécessairement sera également de cet ordre-là. Mais les outils existent en réalité. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude parce que je crois que le pire est derrière nous. Je crois quand même. Est-ce que le pire est derrière nous? Aujourd'hui, si vous êtes d'accord avec nous pour reconnaître que nous avons pratiquement une même origine, on va dire, égyptienne. Ou, voilà. En tout cas, on est un même peuple africain. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème qui est récurrent en Afrique qui consiste à pousser les peuples dans l'enfermement et le repli identitaire? Nous sommes dans le narcissisme des petites différences, pour parler comme monstre, narcissisme identitaire, où l'on se dit, je suis Peul, je suis Sénégalais, je suis Camerounais, je suis Béninois, Malien, Guinéen, oubliant, méprisant cette communauté de destin que nous devons avoir en tant qu'Africains. Est-ce que le premier chantier aussi ne devrait pas être ce chantier-là, mais avoir sur le terrain, on a l'impression que est-ce que la cause n'est pas perdue? Non, le terrain fertile pour que cette vision émerge, c'est l'Égypte pharaonique. Parce que c'est le témoignage de notre unité culturelle. C'est-à-dire que le Sénégalais, pour le Sénégalais, s'il vit dans un contexte sénégalais, il ne verra pas nécessairement les affinités avec le Congolais ou le Zambien, etc. Par contre, s'il questionne son ancestralité et qu'il intègre le fait qu'il n'est pas qu'il ne vient pas nécessairement d'ici, qu'il vient de la vallée du Nil, où ses ancêtres étaient en commerce avec d'autres peuples qui sont allés dans d'autres directions, eh bien, il comprendra qu'en réalité, c'est un seul peuple. Et c'est d'ailleurs mon combat. C'est-à-dire, moi, depuis toujours, j'ai toujours dit que nous parlons la même langue, hormis quelques variantes, mais dans le fond, la pensée symbolique des peuples éthiopiens, et cela se voit d'ailleurs très bien même quand on va dans les Caraïbes, c'est-à-dire quand vous allez en Martinique, en Guadeloupe, en Haïti, vous voyez très bien que cette pensée symbolique ne disparaît jamais. Alors donc, l'idée, c'est réellement que ceux qui sont en position nécessairement d'orienter les budgets vers la recherche ou vers des études puissent s'inquiéter de ces questions. Si on a le souci du vivre ensemble et qu'on souhaite pacifier les relations au sein de d'autres continents, il est nécessaire de questionner notre ancestralité parce que c'est celle-là qui témoigne précisément de notre filiation. En fait. Et la difficulté réside dans le fait que nous avons construit nos imaginaires et c'est nos imaginaires aujourd'hui qui nous empêchent de réaliser ce vœu. Absolument. Ce vœu-là semble être une évidence pour quelqu'un comme vous, mais pour la plupart des Africains ou certains Africains qui auraient dû quelque part à un moment penser cette unité culturelle, cette unité, comment dire, cette descendance, cette ascendance originelle unique qu'ont tous les Africains, mais on a l'impression que l'enjeu, encore une fois, devrait consister à déconstruire les imaginaires, absolument, déconstruire les mémoires, déconstruire les vérités officielles qu'on inculque à travers la socialisation de génération en génération et qui finissent ces vérités-là par constituer l'obstacle. Comme on est dans le terrain, vous êtes dans le terrain. Alors, le terme déconstruit peut effrayer ceux qui se considèrent avoir des acquis. D'accord? Parce que l'Afrique a quand même une figure aujourd'hui. Il y a des personnes qui vivent très bien cette Afrique telle qu'elle est. Donc, il ne faut pas qu'ils saisissent comme un danger cette évolution. Parce que l'Afrique, si elle veut exister, doit redevenir elle-même. C'est une certitude.
elle ne peut pas perpétuellement servir de roue de secours. C'est-à-dire, elle est invitée à aucune table où on parle de spiritualité, aucune table où on parle de science, etc. Pourtant, c'est quand même le berceau de l'humanité où la civilisation est née. Donc, il est nécessaire pour nous d'avoir cette perspective de comprendre qu'en réalité, il s'agit de construire. Parce que l'Afrique a une identité d'emprunt. Ça dit tout au moins l'Afrique officielle. Elle a une identité d'emprunt et c'est en surface. Il s'agit simplement de prendre un bain, voilà, de prendre un bain et puis de se purifier de ce passage vers, voilà. Moi, c'est comme ça. Donc, il faut être serein vis-à-vis de ces questions parce que l'Afrique a des défis. Et tous les enfants de l'Afrique sont nécessaires pour relever ces défis. Il ne s'agit pas d'exclure ceux qui aujourd'hui ont une certaine vision de l'Afrique, mais il s'agit simplement de les amener à une table pour pouvoir questionner réellement ce qui nous permettra. Voilà, vous êtes dans l'afro-optimisme. Au-delà peut-être de cette unité culturelle dont il parle, je veux dire, pour être plus concret par rapport à, par exemple, aux jeunes qui pourraient écouter ce discours, qu'est-ce que le fait de connaître ses ancêtres, de connaître son ascendance, de connaître d'où l'on vient, pourrait influencer, par exemple, de l'économie, pourrait influencer le développement de l'Afrique. Parce que c'est ça vraiment la vraie problématique. Les gens pourraient dire, okay, oui, d'accord, mais vous êtes toujours en train de parler du passé. Oui, l'unité, oui, d'accord, c'est une chose. Mais après, qu'est-ce que ça pourrait apporter le fait de connaître ses origines? Le paradigme, c'est-à-dire la vision du monde, détermine la qualité du bien-être. C'est-à-dire que les peuples éthiopiens, c'est-à-dire les peuples subsahariens, ont quand même des outils qui solutionnent les questions de bien-être. Okay? Donc, cette démarche n'est pas passéiste. Et c'est un discours qu'on entend. On a souvent Cheikh Anta Diop, lui aussi, il a répondu souvent à ces questions parce qu'on peut comprendre, on peut penser que parler de l'Égypte antique, c'est parler du passé. Non, c'est absolument actuel parce qu'en réalité, nous n'avons pas encore. Les Européens, les Occidentaux parlent toujours de la Grèce. Absolument. De la Grèce antique. Nous devons actualiser nos humanités fondamentales et c'est ce qui va permettre la naissance en fait de nouvelles sciences qui vont nous permettre précisément d'avoir des outils pour améliorer le bien-être des populations. Car en réalité, tout est d'abord culturel. C'est-à-dire le capitalisme tel qu'il est pratiqué par les Américains ne correspond pas nécessairement à la vision des Lébous, à la vision des Peuls, du bien-être. Donc il est question nécessairement de questionner ces postes de développement entre guillemets pour donner à l'Afrique un visage qui correspond à sa vocation, en quelque sorte. Moi, c'est ce que je dis. Des aliénés, je veux dire que tant qu'on est aliéné, on ne peut même pas penser par soi-même. On se fixe soi-même un plafond de verre qu'on ne pourra jamais dépasser. C'est peut-être surtout ça le point le plus crucial. Parce que y a une étude qui avait montré un peu par rapport aux étudiants américains, à la jeunesse américaine, qu'est-ce qu'ils avaient de plus que les autres. On a essayé de voir par rapport aux études, ce n'étaient pas les meilleurs étudiants, c'était pas... Mais ce qu'ils avaient de plus, c'était le fait de croire en eux, de croire au pays, de croire au fait que l'Amérique, voilà, c'est la plus grande des nations. Et ça, c'est quand ça manque à un pays ou bien à un continent, ça se ressent. Et une fois que vous aliénez un peuple, vous pouvez vous en aller tranquille. Ce peuple ne pourra jamais se développer tant qu'il sortirait pas vraiment de ce paradigme-là. Et je pense que c'est ça, peut-être, qui est le plus important par rapport à... C'est cela, c'est une des raisons pour lesquelles l'histoire est importante, mais il ne s'agit pas de faire l'histoire pour l'histoire, il s'agit d'actualiser en fait les corpus développés par nos ancêtres, parce qu'ils ont l'expérience de vie la plus essentielle, c'est-à-dire l'Égypte antique, par exemple, pour ne citer que cet exemple, a quand même vécu pendant 3 millénaires sur des institutions qui répondaient à tous les besoins que pouvait avoir le sujet égyptien dans la société égyptienne. Donc, il est essentiel pour nous de comprendre l'économie, le droit, la médecine, les mathématiques, bref, de saisir cette société dans tous ses particularités pour pouvoir justement voir comment nos sociétés actuelles peuvent revendiquer un ensemble de faits qui vont nous permettre de sortir un peu plus de la tutelle et d'être un peu plus nous-mêmes, c'est-à-dire affirmer justement les qualités qui sont les nôtres, c'est-à-dire la capacité de se projeter à l'avenir, l'optimisme, l'ensemble de choses qui ont gouverné nos vies jusqu'ici en réalité. Donc vous avez parfaitement raison. C'est la connaissance de soi qui est le moteur de ce qu'on appelle le développement. Et surtout le développement, quand vous avez lâché le mot, le développement, parce qu'en Afrique, on nous a importé un certain nombre de modèles de développement qui peut-être ne correspondaient pas forcément à notre contexte, à notre environnement, à nos besoins, à nos nécessités.
Absolument. Et cela a posé problème à tel point qu'aujourd'hui, nous sommes tombés dans les délices, on va dire, entre guillemets, du développement. C'est des délices totalement illusoires. Parce qu'aujourd'hui, dans d'autres contrées, le délice, ce n'est pas forcément être dans la satisfaction des biens matériels, mais c'est d'être en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, nous sommes peut-être dans la course vers des infrastructures, etc., alors qu'il faudrait peut-être se concentrer dans cette, comment dire, dans cette vision écologique du développement, du bien-être, du bonheur. Le PNB, le PIB n'est pas forcément l'indicateur, le critère qui permet de dire si on est heureux ou pas. Absolument. C'est tout à fait vrai parce que, ma foi, il y a des sociétés et des pays en Afrique où, naturellement, on cite la croissance à 2 chiffres, mais la population, elle ne le ressent pas nécessairement. Donc, l'idée réellement, parce qu'il ne faut pas non plus effrayer, parce que ce n'est pas contre les infrastructures, ce n'est pas contre, voilà, mais c'est simplement se dire qu'il faut avoir le paradigme qu'il faut pour que... On n'est pas dans le truc de la décroissance. C'est ça. En tout cas, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. C'est mon honneur. Vraiment, je rappelle que vous publiez une revue africaine d'égyptologie qui s'appelle Koumaba, que vous êtes basé à Montréal. Monsieur Dibon Mbari Mbok, nous vous souhaitons vraiment un bon retour merci. à Montréal merci. et un bon séjour à Dakar. À Dakar, merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.